conférenciers et vous tous qui sommes venus nous écouter en ce premier jour de ces premières rencontres d'économie. Alors, pour ouvrir cette conférence, le compte-ordre des économistes tenant séance en la bonne ville d'Aix-en-Provence en ce mois de juillet 2012, respectant la tradition telle qu'elle est écrite dans la pierre depuis mardi dernier, va procéder séant et par mes soins à l'intronisation de Fabrice Aubert. Donc, Fabrice Aubert, adhérez-vous à l'idéal de la confrérie, tout entier inclus dans la maxime Deconantus non bilibus, deconibus, perpetus conitas. Amen. Qu'on peut assez fidèlement traduire par, vous avez tous fait du latin, je suppose, le plus déconnant ne sont pas ceux que l'on croit, les plus déconneurs sont parfaitement connus. Si oui, acceptez-vous ce nœud rouge qui représente la plus haute distinction de notre léger compte-ordre et dites j'en suis fier. Bravo. Considérez-vous comme intronisé, la conférence peut commencer. C'est à vous, Fabrice. Je suis désolé pour des éléments de confort, je vais retirer ma médaille. Mais je l'ai dans la tête, ça fait longtemps. Pourquoi je tiens à me présenter D'abord, je vais commencer autrement. J'ai commencé par les fins. Parce qu'au moins, je n'oublierai pas. Vous avez, je pense, tous un petit tract dont je suis un peu l'auteur, qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, Crise grecque ou complexe d'Oedipe, n'est-ce pas, qui est un truc qui a été écrit, je crois, il y a 2-3 ans, si mes souvenirs sont bons. Faut dire qu'à l'époque, j'avais fait, il y a très longtemps, plus d'une vingtaine d'années, avec l'amour de ma vie, un voyage en Grèce qui a duré 2 mois. Et donc j'ai découvert la Grèce. On a découvert la Yougoslavie, ou c'est pas à l'époque où c'était Yougoslavie, et on a fait état de choses. On a vu, on a découvert la Grèce et le peuple grec. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup quand on a dit en permanence que c'était la faute aux Grecs. Donc vous avez ce tract, mais j'ai pas voulu vous donner en entrée, mais en dessert. Donc n'oubliez pas avant de partir. 2 autres aspects. Un document que j'ai fait qui s'appelle Un main invisible des acquis sociaux, c'est la lutte des classes. Où en un recto verso, je traite plus d'1 siècle d'histoire sociale de notre pays. Et un dernier document, enfin, si vous voulez l'accepter, parce que je suis responsable syndical UJCGT, qui est suite au sommet des chefs d'État de gouvernement au niveau européen, donc la déclaration qu'a fait la CGT, plus nous, ce qu'on propose au niveau départemental. C'est dans l'action qui est en lien avec ce que font les économistes. Hein. Vous prenez pas, c'est votre liberté. Voilà pour vous dire ce que j'ai mis à disposition. Deuxième aspect, oui, je ne l'ai pas dit. La présentation que je vais faire devant vous, elle date d'il y a 2 ou 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Encore que j'ai corrigé hier soir et encore ce matin, mais je vous dirai exactement où. Et j'en ai fait un texte écrit. Donc de toute façon, vous aurez le document écrit, enfin en tout cas, qui date d'il y a 2-3 ans. J'en viens à ma présentation. Je m'appelle Fabrice Aubert, j'ai 54 ans. Je suis diplômé de l'université d'Aix-Marseille 2 en économie, DEA. Et surtout, je me prétends économiste marxiste, c'est-à-dire Karl Marx. Pourquoi je dis ça? Pas pour vous faire fuir, mais pour avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle avec vous. D'ailleurs, on dit toujours les économistes sont neutres, passent à la télé en permanence, ça c'est dans l'air. Et puis il y a toujours les crises qui se répètent en permanence. Or, un économiste, c'est un point commun avec les artistes et notamment les peintres. Vous prenez 5 peintres, vous les mettez le même jour, devant le même arbre, et vous leur demandez de dessiner l'arbre à la même heure, vous aurez 5 peintures différentes. Et bien vous prenez 5 économistes, vous les mettez devant un graphique, et vous leur demandez d'expliquer ce qu'ils voient sur le graphique. Vous aurez 5 interprétations différentes. Et ça, c'est la preuve absolue, que l'économie,
c'est pas une science pure et dure, c'est de l'économie politique, c'est-à-dire en fonction du point de vue où on est, on va donner déjà une interprétation des choses. Et le fait de le dire devant vous avant, c'est une preuve d'honnêteté. Et tous ceux qui vous disent « je suis économiste », demandez-leur d'abord d'où ils parlent. Je pense que rien que ce message, je pense que ça rentre totalement dans ce que disaient des économistes, hein, mais rien que ce message, c'est important parce qu'on est en train de déformer complètement la pensée, on est en train de faire de l'économie une religion absolue. Et ce n'est pas une religion, c'est une science humaine qui dépend des choix politiques qui sont faits. Il y a la politique au-dessus de l'économie, en permanence. Et c'est pour ça qu'on veut à tout prix nous détruire dans la tête cette idée. Alors, le diaporama, j'invite de suite, je ne vais pas parler que de la Grèce, hein, parce que si vous avez bien compris le titre, la crise c'est la faute aux Grecs, c'est juste pour montrer que justement ce n'est pas la faute aux Grecs. Et donc on va aborder l'ensemble de la crise. Le diaporama fait à peu près 50 minutes, en tout cas j'espère qu'on tiendra dans les temps. Ce que je vous propose après, c'est une pause de 10 minutes, parce que je sais qu'il y a la pause cigarette, certains d'entre vous nécessaire. Et puis après, on reviendra et on débattra. Et à la fin, je vous donnerai lecture, si vous êtes satisfait. Si vous êtes satisfait. Je vous donnerai lecture de quelques textes déjantés et peut-être une poésie que j'ai écrit à la fois sur l'économie et sur d'autres choses. Donc si ça vous plaît, on terminera ainsi la soirée, parce que je pense que la poésie, c'est partie de la vie de l'humain, et ça sort du cercle des économistes. Donc si vous voulez bien, si tout le monde ça vous va sur le programme? Juste pour petite information pratique, hein, il faut qu'on ne dépasse pas 2 heures, hein, chaque conférence, on doit libérer ce lieu, vous comprenez, parce que ce soir aussi, bon, il y a d'autres activités dans cette salle. Donc, vers 15h, 17h, à 17h, on doit tout finir. J'avais cru que c'était 18h, mais on raccourci d'1 heure, je vais donc aller plus vite. Alors, je vais commencer, comme Marx, l'un de ses premiers livres, c'était l'idéologie allemande. Vous allez voir, surtout, ne cherchez pas à retenir chaque diapo. C'est la cohérence d'ensemble qu'il faut essayer de voir, hein, pas autre chose. Hein. Parce que sinon, et je ne peux pas répondre aux questions à chaque diapo. C'est vraiment une vision globale d'ensemble. Hein, d'accord? Ça vous va? Allez, j'attaque. Donc la crise, c'est la faute aux Grecs, du traité de Rome au pacte de l'euro plus. La crise grecque met l'Europe à l'épreuve. Bruxelles place la Grèce sous haute surveillance. Les mesures d'austérité seront contrôlées de très près. C'est la tribune, hein. C'est pas l'humanité. Un État peut-il faire faillite? Grèce, Espagne, Portugal, sous haute pression. Les Échos, journal patronal. Dette grecque, l'Europe met Athènes sous pression. Angela Merkel souligne la gravité de la crise pour l'euro. L'Union européenne apporte à la Grèce un soutien psychologique. Et vous savez ce que ça donne, un soutien psychologique? Eh bien, ça fait flop. Voilà la réalité de l'idéologie sur la crise grecque. L'euro menacé par la peur de la contagion. Vous voyez, comme ils sont cons, ces communistes grecs, ils écrivent en anglais. Ils écrivent en anglais sur l'acropole. Ils écrivent en plus dans la langue des marchés. Ben, ça parce que c'est l'anglais qui est la langue qui est dominante dans le monde. Christine Lagarde, tirons les leçons de la crise grecque. C'est toujours la crise grecque. Hein. Rentrée politique, la course à la rigueur. Eh oui, c'est la faute à la Grèce. Sauvetage de la Grèce, la défiance se propage. J'attire votre attention que c'est le Figaro, mais que dans le même temps, on a une petite image à côté, qui est remarquable. Parce qu'on peut se poser la question, si c'est la Grèce qui est vraiment cause de la crise que nous connaissons, ou est-ce que c'est pas le système imposé au monde depuis une trentaine d'années, et qui est parti des États-Unis? Interrogation. La bombe grecque n'est toujours pas désamorcée. Alors les Grecs, ce sont des terroristes. Hein. Crise de l'euro, Berlin décide. Je veux dire qu'aujourd'hui, rien n'a changé, vous avez vu les dernières décisions. La crise grecque s'aggrave et force la France à la rigueur. C'est le monde, hein. Vous voyez bien que c'est le monde argent. Dans ce titre, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas la situation de la France qui pousse à la rigueur. C'est la crise grecque. C'est la faute aux Grecs, si on va vers la rigueur. C'est ça que dit le monde.
journal sérieux. Les Échos. Déficit. La France donne à son tour des gages de rigueur. Ah oui, puisqu'il y a la rigueur en Grèce, il faut l'appliquer en France. Le péril grec fait craquer les banques. Oh là là, ça devient extrêmement dangereux. Alors vous avez là, c'est peut-être mal réglé. Tout le monde voit bien? Oui, voilà. C'est mieux comme ça. Hein. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc vous avez la situation de la dette publique. En effet, la situation de la Grèce, c'est pas génial. Et le déficit public, même chose, c'est pas génial, encore que l'Irlande, qui, rappelons-le, était considérée comme le modèle européen il n'y a pas très longtemps, fait encore pire. Le problème, c'est que la Grèce est un petit pays qui ne pèse que 2% du PIB de la zone euro. C'est-à-dire la dette qu'elle a, elle est ridicule. À comparer notamment à ce qu'on parle pour l'Espagne, qui, on a entendu ces derniers temps, problème espagnol, lui pèse 10% du PIB de la zone euro. Donc on voit qu'on a mis toujours en accusation le petit. Et si on observe l'évolution des dettes publiques de 1995 à 2010, tout le monde lit un graphique, il n'y a pas de problème. Hein? Et s'il y a un problème, dites-le moi, parce que sinon, on va perdre. C'est bon? Donc les années en bas et la quantité en ordonnée ici. Donc on voit que la dette la plus importante, c'est celle des États-Unis. Et que l'immense problème grec se situe là. Vous voyez un peu l'importance du problème grec pour les dettes publiques? C'est la logique de l'iceberg. Un insoutenable fardeau. Les Grecs, parce que c'est le peuple qui paye quelque part, payent 14% au marché quand il s'agit d'emprunter, quand l'Allemagne ne paye que 3% d'intérêt. Source Bloomberg. Si on prend l'ensemble des pays, on voit cette évolution entre les différents pays selon les taux d'intérêt, puisque ce sont, faut-il le rappeler, les marchés financiers qui, en Europe, déterminent les taux d'intérêt auxquels les États empruntent pour répondre aux besoins des peuples. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il s'agit de récupérer les 25 000 milliards de dollars évanouis avec la crise des subprimes. Alors ça, c'est paru dans Le Monde, et vous pouvez regarder, c'est en 10 mois, les marchés financiers ont brûlé 25 000 milliards de dollars. 25 000 milliards de dollars. Répétez-le partout. 25 000 milliards de dollars brûlés en 10 mois. Vous pouvez y aller sur la Sécu et sur la dette publique, c'est pas ça. En d'autres termes, et c'est un petit dessin pour essayer de retomber la température des neurones, tout ça c'est de ta faute, nous dit l'éléphant américain à la fourmi grecque, tu dois payer. C'est la logique du puissant et des dominants qui massacrent le magasin de porcelaine et qui demandent aux petits de payer. Ça, c'est rajouté. C'est rajouté d'il y a 5 jours. C'était pour vous montrer qu'après tous les plans d'austérité qui devaient régler les problèmes grecs, on débouche sur quoi? Après 6 plans de rigueur conçus par les experts du FMI et contrôlés par les experts européens, voici le résultat. De 2010 à 2012, le chômage grec continue d'augmenter, avec, c'était dit encore à France Info ce matin, le développement des suicides, de manière énorme. Les peuples se suicident. La dette s'envole, alors qu'elle devait se réduire. Et la récession, c'est-à-dire croissance positive ou négative, c'est-à-dire la politique devait amener une meilleure croissance, on voit que ça nous enfonce dans la crise. Et dernièrement, c'était il y a 48 heures, la Grèce prévoit en 2012 une récession 2 fois plus forte que prévue par les fameux experts. Vous voyez comme il faut faire confiance aux experts, même à moi. Il ne faut pas faire confiance. Pour ça, je suis parmi vous, je suis un parmi d'autres, pas plus. Derrière la crise grecque, Grèce, le nouveau plan met les investisseurs sous pression. Alors vous savez, dans les titres de la Tribune, c'est le journal économique, mais plutôt, c'est le parallèle des Échos. Ça n'existe plus tous les jours, ça sort plus qu'une fois par semaine, mais c'est le parallèle des Échos.
C'est un peu la logique de l'iceberg. Et on nous montre en permanence la partie visible. Mais il faut lire les petits titres. Et au-dessus est écrit « Obama rattrapé par la fragilité de l'économie américaine ». Ah bon? L'économie américaine serait fragile? Tiens, elle est bonne cette nouvelle, c'est pas quelque chose qu'on entend à la télé. Hein. En permanence que les États-Unis sont repartis, ils ont appliqué le modèle libéral, et que ça repart, impeccable, sans problème. La crise de la dette rattrape l'Amérique. Ah bon? Les États-Unis seraient endettés comme nous. Tiens, c'est curieux ça. J'attire votre attention aussi sur l'image. Parce qu'en permanence, on nous montre ces photos du New York Stock Exchange en ce qu'on appelle contre-plongée, c'est-à-dire on se met en bas de l'immeuble. Et ceci renvoie à notre inconscient historique du sacrifice lorsqu'il y avait les temples des Incas. On massacrait un certain nombre de gens au temple des Incas en les jetant par-dessus les temples. Et comme c'est un temple monétaire, vous comprenez bien que dans ce système, il s'agit de jeter les peuples à partir de ce monument financier. On y reviendra. Et au-delà de l'image, il y a la réalité des chiffres. À savoir d'ailleurs que ce sont les républicains, et notamment George Bush, qui est le plus grand ennemi des dettes publiques et le plus grand partisan de l'équilibre budgétaire, qui a développé le plus la dette, le déficit aux États-Unis. Si l'on prend une autre donnée, la balance commerciale, alors on passe de la dette publique, la balance commerciale, je précise, c'est quand un pays vend les biens qu'il fabrique à l'étranger et qu'il importe de l'étranger des biens, fait un solde, soit il y a un excédent, soit il y a un déficit. Donc nous avons là la visualisation extrêmement précise de la balance commerciale des États-Unis en milliards de dollars, avec le début de la mondialisation et la libéralisation des échanges, et la Chine qui rentre à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui vraiment détruit l'industrie du pays et qui développe le déficit commercial, construisant une dépendance. Pour affiner l'analyse, le commerce extérieur américain avec la Chine, où on voit que c'est profondément lié au fait qu'on fait adhérer la Chine à l'OMC à la demande des États-Unis. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire baisser les salaires ouvriers américains et créer les emplois McDo, qui les foutent aujourd'hui dans la merde comme nous. Et à côté de ça, parce qu'on pourrait se dire que, après tout, c'est simplement la logique de la concurrence, libre et non faussée, qui a généré ce déficit, et que les salariés américains, que les ouvriers américains n'étaient pas compétitifs, et que ce qu'ils sont, ils le méritent. Mais la réalité, c'est qu'on n'est jamais aussi bien trahi que par les siens. Les investissements directs étrangers en Chine. Les ouvriers américains, pendant des années, ils ont produit, ils ont permis les profits. Et ces profits, au lieu d'être investis à la maison, dans le foyer, dans le pays, comme il s'agissait comme objectif de détruire les salaires et les conditions de travail, eh bien, ils ont été massivement s'investir en Chine. Pour faire en Chine ce qui répondait aux besoins des Américains. Donc moi, j'ai rien contre les Américains, mais on voit bien qu'il y a une politique unique qui consiste à détruire l'ensemble des avantages sociaux, que ce soit de ce côté de l'Atlantique ou de l'autre côté. Dette totale des États-Unis depuis 1952. Vous voyez, c'est pas... Je ne vous prends pas les références sur 3 ans, comme ils font au cercle des économistes. Moi, vous avez un recul depuis 1952. Et je vous mets en articulation à partir de quand a commencé le développement de la dette. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont mis un système en place qui s'appelle le capitalisme mondialisé. Alors on dit souvent que personne n'avait vu la crise venir. Même les économistes orthodoxes disent on ne l'a pas vu venir. Et vous avez des économistes comme Paul Jorion qui, dès 2005, ont écrit Vers la crise du capitalisme américain. Très bon livre. J'indique que pour ma part, modestement, dans mon coin, avec les petits outils que j'avais, j'ai écrit un document qui s'appelait Vers une crise majeure du capitalisme en 2005. Alors si quelqu'un doute, je l'ai en mémoire.
La crise de l'euro. Parce qu'il n'y a pas que la crise américaine. On nous dit après, c'est la crise de l'euro. On se demande pourquoi la crise de l'euro. Parce que l'euro était fait pour nous sauver. Plus d'Europe pour sauver l'euro. Et je vous renvoie sur l'image. On retrouve ici la logique de la pyramide. Encore la pyramide. La pyramide à sec. Des sacrifices humains. Donc plus d'Europe pour sauver l'euro, mais en sacrifiant les peuples. Le pari de l'Europe pour rassurer les marchés. Pas pour répondre aux besoins des peuples. Pour rassurer les marchés. L'Europe retrouve la confiance des marchés. Il n'y a que les marchés qui comptent. L'Europe est le couple franco-allemand sous la pression des marchés, pas sous la pression des citoyens. On se demande pourquoi on vote. Et s'il y a encore une république. L'Europe, à nouveau, sous la pression des marchés. Vous voyez que ce sont toujours les mêmes termes, les mêmes utilisations, la même idéologie qui est utilisée. On est sous la pression des marchés. Alors on peut se demander pourquoi. J'ai fait un document qui s'appelle Le Pacte des loups. Vous savez, c'est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un très bon film, qui se passe juste avant la Révolution de 1789, et c'est sur le loup du Givaudan, c'est mes souvenirs, la bête du Givaudan. Voilà. Et le MEDEF salue le projet de pacte de compétitivité européen. Un très bon tract de mon syndicat, mais qui est aussi très mauvais, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un tract qu'on pourrait qualifier de spéculatif. Alors quand je dis ça à propos de la CGT qui est mon propre syndicat, pourquoi ils spéculent? Parce que nous, comme on sait, on anticipe déjà ce qui va se passer. Donc on alerte tout le monde, mais on n'est jamais cru. Donc c'est un mauvais tract, puisque personne ne nous croit, et donc un très mauvais tract. Donc j'ai décidé de faire autrement, et d'analyser ce qui s'est passé auparavant. Et d'abord, dans la tribune, Grèce, la zone euro, en conclave, le 21 juillet. Vous savez ce que c'est un conclave? C'est religieux. Ceux qui vont élire le pape. Très bien. C'est donc une affaire religieuse et non plus d'État. Donc on n'est plus là dans l'économie politique, on est exactement dans une logique de croyance au marché. La meilleure preuve, c'est que notre cher Jean-Claude Trichet, qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, nous dit « Saint-Marché ne me laisse pas tomber ». On est dans cette logique de la croyance divine, de la main du marché supérieur aux hommes. L'Europe, une histoire de marché imposée au peuple. Rappelons cette histoire de l'Europe. 1957, marché commun. 1986, marché unique. 1993, traité de Maastricht. La pyramide, hein. Oh, j'ai utilisé la pyramide, c'était mieux. 1997, pacte de stabilité et de croissance. L'objectif du pacte de stabilité et de croissance, c'était la stabilisation de la dette et le développement de la croissance. On croirait se retrouver au discours actuel sur « et il faut stopper la dette et en même temps on va faire un volet croissance hein. ». On en rediscutera tout à l'heure. Étaient les objectifs annoncés visés. Donc je ne vais pas parler du pacte de compétitivité, mais je vais regarder ce qui a donné le pacte de stabilité de manière objective, à partir des outils qui ont été utilisés pour arriver à ces objectifs, c'est-à-dire la stabilisation de la dette et de la croissance, par la libéralisation des marchés, la baisse des impôts et les privatisations de masse. Donc on va regarder concrètement si ce qui était annoncé a été réalisé ou pas. Et ça, c'est une démarche scientifique à l'Einstein. Je ne spécule pas. Observons qu'on a libéré les échanges. Explosion des échanges de 1980 à 2000, je n'ai pas au-delà, mais 2008. À la fois en milliards de dollars, en bleu, et en pourcentage du PIB. On ne peut pas dire qu'on a... C'est pas du communisme là. Hein. On a vraiment libéré les échanges hein, pour, soi-disant, déboucher sur le nirvana de la croissance et le nirvana social. On a tellement libéré les échanges que ce n'était pas simplement commercial, mais c'était aussi financier. Et à tel point d'ailleurs qu'entre la comparaison de l'élève France et du maître États-Unis, si en 1980, il y avait
les transactions financières internationales ne pesaient que 9% du PIB, et en 98, 230%. En France, on est parti plus bas que les États-Unis, 5%, mais alors en 98, on les a dépassés. Nous sommes champions du monde de la libéralisation des échanges financiers, 415% du PIB. Nous avons la première place pour la libéralisation des échanges financiers, avec les conséquences que vous connaissez. Donc, c'est l'élève qui a dépassé le maître. Sur la question de la dette publique, très gros problème. Alors, ça, c'est tout simplement un graphique tout simple. C'est les pertes annuelles de recettes de l'État dues aux réformes fiscales intervenues depuis 2000. Ce n'était pas les communistes qui étaient au pouvoir. Ce n'était pas le front de gauche. C'était la droite. Et donc, la droite, au total, ça fait à peu près 100 milliards de manque à gagner pour l'État. 100 milliards qui manquent aujourd'hui, de ce que j'ai compris, des chiffres qui nous sont présentés. On a privatisé. Voilà l'ensemble des privatisations qui ont été effectuées sous Jacques Chirac, Édouard Balladur, Alain Juppé, Lionel Jospin. Alors là, la couleur politique, ça ne posait pas de problème. On a fait ce que voulait le système capitaliste mondialisé. On a privatisé tout ce qu'on pouvait. Et encore, je suis désolé, j'avais oublié quelque chose. Et la dernière privatisation s'appelle la Poste. La Poste SA, société anonyme, c'est elle qui porte la burqa. Alors vous avez la liste. Et comment ça se traduit statistiquement? Les entreprises contrôlées majoritairement par l'État. Eh bien, on peut voir que depuis 1985, on a privatisé, on n'a pas cessé, au nom de la compétitivité, de la libéralisation, du nirvana social à attendre, de la croissance qui devait venir, de l'équilibre des comptes, de privatiser. Je voudrais que vous reteniez ce graphique, parce que aujourd'hui, quand on nous dit qu'on est en manque de compétitivité, qu'on y viendra à ce point-là, je vous le rappellerai. Et alors, on débouche sur ce type de l'expansion. Ouais, j'ai toujours pas utilisé l'humanité, je crois. Hein. Donc, c'est un exposé marxiste, mais en utilisant les journaux de l'adversaire. Hein. Donc, l'expansion, les marchés plus forts que les États. Ah, bah, elle est gentille. Ça fait 20 ans qu'on privatise. C'est-à-dire qu'on leur donne ce qu'il faut pour nous dominer. On leur donne les bâtons, le fouet, le knout, le tripalium, etc., etc. Donc, s'ils ne nous dominent pas, bah, ils ne sont pas bons. Hein. Donc, voilà pourquoi les marchés sont plus forts que les États. Alors, après avoir vu tout ce qui a été fait comme décision et qui s'est concrétisé dans les statistiques, on va voir les résultats obtenus du pacte de stabilité. Sur la dette, eh ben, l'objectif de réduction de la dette, perdu, l'objectif n'a pas été atteint, malgré tous les outils utilisés. Donc ils annoncent réduction du déficit et de la dette, ils ne l'atteignent pas. C'est peut-être que les outils utilisés, privatisation, libéralisation, ne sont pas les outils adéquats. Pourtant ils sont en tête, hein, ils continuent aujourd'hui. Mais bon, errare humanum est, diabolicum perseverare. À tel point d'ailleurs que ces derniers temps, alors que le traité de Maastricht précisait qu'il ne fallait surtout pas des déficits publics au-delà de 3%, et une dette supérieure à, je ne sais plus combien, 55%, 60%, je sais plus. Mais pratiquement tous les pays, y compris l'Allemagne, hein, sont au-delà des fourches codines imposées par le système. Remarquable comme objectif atteint. Demandez, si des fonctionnaires avaient des résultats comme ça, je ne vous dis pas comment ils se feraient ces licenciés. Sur la croissance, eh bien la croissance, voilà. Plus on va dans la libéralisation, qui théoriquement doit nous amener, et la privatisation, qui doit nous amener la croissance, et moins il y a de croissance, quel que soit le pays retenu, quelle que soit la zone euro, et même aux États-Unis, ça baisse. Donc l'objectif de croissance du pacte de stabilité de croissance, là non plus, n'est pas atteint. En synthèse, je me suis représenté, excusez-moi, hein, je n'ai pas mis le costume hein, aujourd'hui, désolé. Récapitulons. L'objectif du pacte était double. Réduire les déficits et la dette publique, favoriser la croissance pour l'emploi. Or, on observe développement des déficits et de la dette dite publique, baisse tendancielle de la croissance. Question. Si les objectifs fixés par le pacte n'ont pas été atteints, quels ont été les résultats effectifs du pacte européen? Car quand on prend des décisions, on n'atteint pas peut-être
avec les objectifs qu'on s'était fixés. Mais en tout cas, ça produit des résultats sur d'autres choses. Quels ont été les résultats réels de ce pacte appliqué? Les résultats effectifs du pacte de stabilité. Sur la dette, j'ai trouvé cet article. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'original. Je garde tellement de choses chez nous. Bon, enfin, passons. Donc, Le Monde Économie de 2007, pas d'aujourd'hui. Le titre, c'est « La dette française, un fardeau qui s'arrache sur les marchés ». Alors, si vous comprenez bien le français, et on va décoder, la dette, c'est ce que c'est. On n'aime pas être endetté. Française, c'est que c'est notre pays. Un fardeau, ça se confirme. Un fardeau, il n'y a personne qui veut le porter. Vous êtes d'accord avec moi? Mais alors, un fardeau qui s'arrache sur les marchés, il faut qu'on m'explique. Ou alors ça veut dire que c'est pas un fardeau. Et c'est que c'est là-dessus qu'ils font leur beurre. C'est le monde, Vous avez vu? Je fais que lire ce qui est écrit dans des journaux que tout le monde peut lire. Alors, on nous a dit à cette dernière campagne présidentielle, enfin, on va parler du seul problème français, la dette. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Et qu'est-ce qu'on nous a qu'est-ce qu'on nous répétait déjà? La France face à sa dette. Et avec l'image du citoyen écrasé par la dette, c'est-à-dire par les fonctionnaires, c'est-à-dire par moi. Donc il faut me couper la tête à la fin de la présentation. Alors, petit dessin, caricature pour expliquer la dette. D'abord, ça se passe dans un bar, c'est au fond du trou. Pourquoi la dette augmente? La dette, c'est la même chose que ton pastis. En brut, il n'y a rien à boire. Il faut l'eau pour siroter. La dette en brut, il n'y a rien à pomper. C'est en rajoutant l'obligation de s'adresser au marché que la dette publique prend de la valeur et devient une rente. De fait, on ne rembourse jamais la dette, uniquement les intérêts. Et ça permet de mettre les menottes au peuple pendant des siècles. Évidemment, lui, la CGT, c'était moi. J'indique que ces graphiques viennent de mon ami, d'un coup j'ai oublié son nom, celui qui intervient là, sur la dette, c'est le... Holbeck. Voilà. Comme on est coordonnés entre eux, je lui dis que... entre nous, je lui ai dit que j'allais en parler 2 mots de la dette et de renvoyer à son travail qui est excellent, qui m'a permis de mieux comprendre les choses. Donc vous avez l'évolution de la dette publique sans intérêt, c'est-à-dire si on avait conservé la maîtrise, la souveraineté de notre capacité à créer monnaie. Et la dette publique avec intérêt, c'est-à-dire quand on est obligé de s'adresser au marché, c'est-à-dire aux banques. Et on va comprendre le pastis. Les États-Unis sont le pastis. Sauf qu'après, il faut en tirer des conclusions. Et bien, la différence entre la dette publique sans intérêt et la dette publique avec intérêt, c'est la rente financière que tirent les acteurs financiers en prêtant aux États. Comme il y a les taux d'intérêt, eh ben, ils se font les cacahuètes en or. C'est aussi, on le verra tout à l'heure, une des raisons essentielles de la destruction de l'industrie. Parce que moi, capitaliste, si j'ai des capitaux, si j'ai à choisir entre un rendement de 15% dans la dette publique, ou si j'ai à choisir dans un rendement aléatoire de 5% dans l'industrie, à votre avis, moi, capitaliste isolé, qu'est-ce que je vais choisir? La dette publique. Parce qu'en même temps, je suis sûr que l'État va rembourser, alors que l'industrie, c'est quand même une drôle d'aventure. Pensons à Airbus, etc., etc. Les déficits publics en pourcentage du PIB. Alors ça, c'est un graphique à moi que j'aime bien, parce que, vous voyez, l'augmentation des déficits se font toujours après des crises du système capitaliste en tant que tel. Donc c'est pas la faute aux fonctionnaires. C'est pas la peine de me couper la tête. C'est pas moi qui suis cause de l'augmentation des déficits. C'est quand il y a crise qu'il y a augmentation des déficits publics. Et pire, parce que ce qui suit, c'est de la bombe. La dette privée atteint des sommets. Dette privée totale transférée aux États en pourcentage du PIB. Source, enjeu, Les Échos, septembre 2009. En définitive, on apprend par ce graphique qu'il n'y a pas de dette publique. Ce qu'on appelle la dette publique, c'est la dette privée transférée aux États quand le privé ne peut plus rembourser. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crise des subprimes? Qu'est-ce qui s'est passé en France dernièrement avec Dexia, la banque dite des collectivités locales? Elle était surendettée, elle ne pouvait plus payer. Dexia a transféré toute
ces dettes à l'État français, qui les récupère parce que l'État est en permanence ce qu'on appelle le dernier assureur. Ce sont donc les peuples qui payent la dette des privés. Et je pense que mon ami en face qui fait sa conférence, c'est ce qu'il vous expliquerait exactement la même chose que ça. J'insiste pas là-dessus parce que c'était pas la thématique, mais c'est pour vous montrer à quel point, et ben justement, il s'engraisse sur la dette publique. Vous voyez, je les inquiète tellement qu'ils m'envoient la sirène. Alors, je vous ai mis ça pour vous rappeler justement qu'au moment de la crise de 2008, lors de la crise des marchés, vous voyez, c'est pas écrit, c'est la tribune. Hein. C'est pas écrit crise des fonctionnaires ou de la fonction publique, hein, ou des services publics. C'est écrit crise des marchés. Donc la crise, elle vient bien des marchés. Et en dessous, l'État a la solution. C'est-à-dire, c'est l'État qui a été la solution à la crise des marchés. Et comment? D'abord, il y a eu les principaux plans de sauvetage bancaire. Aux États-Unis, 1650 milliards de dollars, 15% du PIB. Allemagne, 480, 18% du PIB. France, 380 milliards, 17,7% du PIB. Mais à ça s'ajoute autre chose. C'est qu'à ce moment-là, l'État de Sarkozy, parce qu'ils n'étaient pas cons, hein, savaient que si l'État ne venait pas au secours, c'était tout le système qui s'écroulait, comme en 29. Donc là, ils ont réfléchi par rapport à 29, la crise de 29, ils s'en sont rappelés, ils ont dit il faut pas serrer les boulons, il faut les desserrer. Donc l'État, au lieu de réduire son budget, a lâché son budget pour développer ce qu'on appelle les déficits publics et a financé à crédit l'ensemble des besoins de la société, entreprises compris. Entreprises compris. Or, on est passé d'un endettement de 100 milliards d'euros à 253 milliards d'euros. Mais cet endettement, alors qu'on était en crise, les marchés ont continué à jouer leur rôle néfaste. C'est-à-dire, au lieu de dire on vous le fait à 0% puisque c'est pour nous sauver, ils l'ont fait en fonction des taux d'intérêt qui leur permettaient de se récupérer la cerise de ce qu'ils avaient perdu dans leur spéculation sur les subprimes. Voilà pourquoi notre pays, aujourd'hui, a autant de dettes. Dites publiques. Et j'espère que vous avez compris qu'en fait, c'est de la dette privée transférée aux États. Ah, c'est un très bon graphique, ça. En avril 2009, au sommet de Londres, 1000 milliards de dollars injectés pour les marchés. Et entre le 5 ou 6 janvier et le 27 août, l'indice Digistock 600 des 600 premières banques européennes a progressé de 90%. Je vous indique que moi j'en ai fait un tract syndical de ça, tout simple. J'ai pris ça, à côté j'ai mis une case vide, puis une deuxième case vide. Et j'ai dit aux salariés, mettez votre bulletin de paye du 5 avril 2009, et à côté celui du 27 août 2009, si votre salaire a progressé de 90%, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Et il faut que vous vous posiez pourquoi il y a un problème. Je crois que certains ont compris. Ah, ce graphique, vous savez ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut imaginer ce que c'est? On nous en parle tous les jours, dès le matin, qu'on allume France Info. Hausse baisse du CAC 40. Très bien. C'est l'évolution du CAC 40. De 1980 quelque chose à 2000, voilà, quelque chose. 2012. Ouais. J'ai essayé de le... Alors, vous pouvez le retrouver, je vous le dis, hein, parce que je voudrais bien qu'on sache que tout ce que je vous montre, c'est pas Fabrice Aubert, Fabrice Aubert, il a été cherché là où il fallait. Donc vous allez sur Internet, sur Yahoo, vous avez les cours de... Vous avez le truc finance, vous cliquez dessus, et vous avez vous demandez le graphique le plus long, et vous tombez là-dessus. Alors moi j'ai simplement, je vous dis, la seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai agrossi le trait, parce qu'il est tout fin. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, un graphique, autant d'interprétations qu'on veut. Sauf, si on est sérieux, je dirais presque marxiste, et si on met dessus les informations politiques qui permettent de comprendre l'évolution. Et c'est ça que maintenant, je vais vous montrer les dessous de la courbe. Début de la mondialisation. Affaiblissement de la lutte des classes, mur de Berlin, implosion de l'URSS. Pacte de stabilité et de croissance. Construction du mur d'argent.
crise du capitalisme mondialisé réplique actuelle au moment de la remontée, c'était l'intervention militaire en Irak, plus endettement des États, plus subprime. Et enfin, sauvetage du capitalisme financier par les États, développement de la dette publique. Voilà l'interprétation qu'on peut faire de ce graphique. Dès lors qu'on y met dessus des décisions politiques. Un graphique n'a aucun sens. Un graphique économique n'a aucun sens si on ne lui donne pas une datation historique, une évolution historique, et donc des décisions politiques. Alors pourquoi c'est si important, et pourquoi j'insiste sur cette question du mur de Berlin et de l'implosion de l'URSS? C'est pas parce que j'ai envie de revenir au régime de Staline. Je fais de la moto, j'aime bien, donc j'aime ma liberté individuelle. Et c'est tout simplement qu'on ne s'est jamais rendu compte à quel point, dans la lutte de classe au niveau international, l'existence d'un modèle alternatif a obligé en permanence le capitalisme à négocier dans son pays. Vous aviez deux choses. Vous aviez en France une lutte de classe et un rapport de force important. À l'époque, la CGT comptait, enfin à cette époque-là, ça devait être 2 millions d'adhérents, et en 1945, c'était 6 millions d'adhérents. Et aujourd'hui, vous êtes à 650 000. Vous voyez un peu. Hein. Et il y avait des luttes partout, dans les grosses entreprises. Et en face, en même temps, vous aviez l'existence d'un modèle alternatif qui s'appelait le socialisme soviétique, qui a dépéri, je ne vous raconte pas, je ne vous fais pas les détails, vous les connaissez encore mieux que moi. Mais l'implosion de l'URSS signifie pour le capitalisme qu'il n'y a plus de système concurrentiel vis-à-vis de lui. Or, lui-même est fondé sur le besoin de concurrence. Et donc, ce qui l'obligeait à négocier, c'était à la fois les rapports de force internes et l'existence potentielle d'un modèle alternatif à l'extérieur. Cette chose détruite, on a ouvert la boîte de Pandore. Et le mur, après la destruction du mur de Berlin, ce qu'on a construit avec la libéralisation, c'est le mur de l'argent. Et ce à quoi les peuples sont confrontés aujourd'hui, c'est bien le mur de l'argent, et pas autre chose que ça. C'est en reconquête de la possession monétaire, on ne gagnera rien. Je vous ai mis ce graphique parce que je vous ai montré le CAC 40, mais pour vous montrer à quel point qu'on fait du copier-coller du système américain, je vous ai mis en rouge le SP500 à New York, qui est l'indice sur les 500 premières entreprises américaines. Vous savez ce que c'est le CAC 40 hein? Je ne l'ai pas dit, mais le CAC 40, c'est l'indice de valorisation des 40 premières entreprises du pays. Alors qu'il y a, je crois qu'il doit y avoir plus de 2 millions d'entreprises en France. Je pense qu'il y en a peut-être plus, mais je pense... 4 millions et demi. 4, merci. Merci de me corriger, c'est très bien. J'avais un truc. Donc 4 millions d'entreprises, vous voyez, et bien tous les jours, vous vous levez sur l'écoute de la bourse de Tokyo et vous endormez le soir sur comment s'est couché le CAC 40. Et ça doit théoriquement vous permettre de bien dormir. 40 entreprises qui font la dictature de notre système économique. Voilà la réalité. Et ça ne sera pas dit au cercle des machins. Part des dividendes dans la valeur ajoutée. Alors les dividendes, c'est ce qui est distribué aux actionnaires. On est passé en 1985 de 5% à 23%. Donc vous voyez qu'en fait c'est du pompage. Les dividendes, les actionnaires pompent sur la richesse créée. Une chose qui n'est jamais racontée, mais le système capitaliste est un système qui détruit les entreprises. Ils le justifient même. Ils appellent ça dans leur philosophie la destruction créatrice. C'est-à-dire ils appliquent les lois de la nature à la société. Et ils nous disent qu'on doit avoir le même comportement que les lois de la nature. Et donc vous avez un taux de destruction des entreprises en France qui est énorme. Autre conséquence du pacte, la précarité de l'emploi a existé, a explosé. 85, début des privatisations. 97, pacte de stabilité de croissance. Et à chaque fois quand ça baisse ici, c'est que vous avez eu des krachs boursiers. Quand vous avez des courbes sur le taux d'emploi précaire qui baisse, c'est pas parce qu'on a amélioré la situation, c'est parce que la situation se dégradant au niveau économique, les premiers licenciés sont toujours les emplois précaires. Et les entreprises commencent toujours comme ça. Donc chaque baisse, c'est consécutif à une crise. D'ailleurs, ici, la baisse,
c'est consécutif au krach de 1989. La croissance du surendettement. Bah évidemment, puisque comme on n'augmente pas les salaires, qu'on n'augmente que l'emploi précaire, c'est le développement de l'endettement, du surendettement des ménages pauvres, qui travaillent. Hein. Ah, on en vient à la compétitivité. Ça va être intéressant, ça. Alors, au moment où j'ai commencé mes cours d'économie, il y avait un certain François Sérac, pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas, qui était patron de ce qui s'appelait à l'époque le CNPF, Conseil national du patronat français, devenu depuis le MEDEF. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais j'ai un truc, je vous montrerai. Si je vais vous le dire tout de suite, ça va faire. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont toujours une offre là. Mail de service. Bon, on va se masquer. Oh merde. Et faire inoffensif. Donc voilà, je vais vous le dire, puisque j'espère que ça va redémarrer. Parce que j'ai pas... Donc voilà, le MEDEF, je l'ai traduit en machinerie éliminant définitivement les entreprises pour la finance. TVA sociale. En fait, j'ai fait une petite déconnade. Taxe des voleurs associés. Et non pas taxe sur les valeurs ajoutées. UPE 13, alors vous ne connaissez pas l'UPE 13, c'est l'antenne locale du MEDEF. De l'union patronale. Voilà, c'est l'union patronale locale. Et bien ça veut dire tout simplement unis pour exploiter. Voilà, j'espère que ça repart. Allez, on va recommencer. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choqué le... Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ben. Tout à l'heure, en plus, ils m'ont gueulé, alors que c'était ça qu'il fallait faire. Alors, je reprends, je suis désolé pour cette renvoi sur Internet. Donc, vous avez la part des exportateurs. Donc, le fameux François Sérac nous racontait à l'époque, j'espère que je serai confirmé par les plus anciens, disait l'État ne peut pas tout faire. Et notamment, il ne peut pas développer la compétitivité industrielle. Donc il faut que l'État nous donne des entreprises, à nous, privés. Et nous, on a les moyens de développer la compétitivité. C'est nous qui sommes porteurs parce qu'on sait faire. Et donc nous avons, vous avez vu la liste des privatisations, nous avons fait une privatisation de masse de tout notre système économique, y compris aujourd'hui EDF d'ailleurs. Et donc je vous ai mis, donc l'objectif c'était de développer la compétitivité, donc de gagner des parts de marché à l'exportation pour la guerre économique. Or, si on articule avec le pacte de stabilité et de croissance en plus, la part des exportations françaises dans les exportations totales de la zone euro n'a cessé de baisser. Et je vous ai mis en regard ce que je vous avais montré tout à l'heure, c'est-à-dire la baisse, la chute du nombre d'entreprises d'emploi qui dépendaient de l'État. Donc en fait, plus on a privatisé, plus on a perdu en compétitivité. Pourquoi? Parce que les entreprises ont récupéré des entreprises saines, les ont dépecées et les ont abandonnées et vendues. C'est ça, la réalité du marché, et je suis prêt à me confronter avec les économistes du cercle de mes cacahuètes sur cette question. Et l'une des raisons d'ailleurs, que quand il y avait maîtrise publique, il y avait recherche-développement, depuis qu'il y a privatisation, il y a baisse des dépenses internes de recherche et développement, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, suite aux privatisations. Et l'industrie française a perdu 2 millions d'emplois, c'est-à-dire c'est exactement ce que je vous disais, au lieu de moderniser, au lieu d'investir dans le tissu industriel, ils ont fait comme les Américains, ils ont fait le pari de la Chine, et ils ont été externalisés en Chine ou sous-traités dans des PME, l'activité industrielle qui auparavant était réalisée dans les groupes industriels. L'emploi industriel, moins de 2000. Alors on peut se dire à la limite, avec une fibre écologique majeure, le fait qu'il y ait moins d'emplois industriels, ça peut être que bénéfique, il y aura moins de pollution, on préserve la planète, etc. etc. Pas faux.
pas fausse sous condition, mais elle n'est pas petite celle-là. Que les biens et les emplois industriels détruits, on n'en ait plus besoin. D'ailleurs qu'on n'aille pas les chercher ailleurs. Or, la réalité, et ça ils ne le disent jamais, pour jamais l'articulation, c'est que la part des importations dans notre propre consommation n'a cessé d'augmenter. Donc en fait, les emplois industriels qu'on a détruits chez nous, c'est pas parce qu'on n'en avait plus besoin. C'est parce que pour faire du profit, ils ont été se fabriquer ailleurs. Et après, on vient nous dire que c'est nous qui coûtons cher et qu'on fait les déficits de la Sécu et compagnie et compagnie. Vous m'avez compris. Vous parlez du déficit de la Sécu, voilà, c'est les conséquences, c'est la même chose. Pourquoi déficit de la Sécu? C'est que moins vous avez d'emplois industriels, moins vous avez de cotisations qui rentrent, et les besoins, ils restent les mêmes en termes de santé. Voire ils augmentent parce qu'on a besoin d'une amélioration de notre santé. Que notre espoir de vie, ou alors il faut le dire carrément qu'on veut tuer les vieux, hein, il faut le dire carrément, mais le fait qu'il y ait des anciens dans notre pays, c'est quand même une chose positive, non? Hein, c'est ça une société, c'est pas tuer l'autre, hein. Encore que vous verrez. Et puis, c'est pas tout, une dernière conséquence du... Hein, alors regardez bien l'articulation, hein. Le droit au congé payé, c'est 36, hein. C'est la lutte des classes. C'est les ouvriers qui occupent les usines. Hein. C'est eux qui ont fait qu'on a des congés payés, et des RTT, et des machins, et tout ce qu'on a. Eh bien, le droit, le taux de départ en vacances, chute en France depuis la mise en place du pacte de stabilité et de croissance qui devait nous amener le nirvana social. Vous voyez les résultats? Désolé, je me suis encore représenté. Au vu des résultats effectifs du pacte de stabilité et de croissance, la question est: que peut-on attendre d'un pacte de compétitivité? C'est-à-dire, j'ai fait la méthode scientifique. Au lieu de spéculer sur ce que pouvait nous amener négativement un pacte de compétitivité, j'ai cherché à voir, pour tout le monde, quelles avaient été les conséquences du pacte de stabilité et de croissance. Et j'interpelle tout le monde en disant, si les résultats qu'on a aujourd'hui ont été obtenus avec un pacte de stabilité et de croissance, qu'est-ce que ça va être avec un pacte de compétitivité? C'est la guerre de 14 empire. Ah, une partie qui va vous plaire. Un peu de déconnade, parce qu'on est des économistes. Ce soir, émission extraordinaire, présentée par PPDA, les guignols de l'économie. On va rigoler 5 minutes. Bourse, la faiblesse des valorisations limite les risques de krach. Regardez bien la date, c'est les Échos du 20 juillet 2011. Vous vous souvenez de la date? Je tourne. La montagne, j'étais en vacances à ce moment-là, en Corrèze. Et Chirac, Corrèze. Ouais. Le spectre d'une nouvelle crise après la dégradation des USA. On est le 7 août. En page intérieure, Le Monde au bord du krach. Le journal du dimanche, pas l'Humanité, hein. Le 7 août 2011. Demain, le krach. Je croyais qu'on était sorti de la crise à l'époque. Et alors, comme les échos ne sont pas ridicules, alors que le 20 juillet, c'était le 20 juillet, hein, qui disait qu'il n'y aurait pas de krach possible parce qu'il y avait une faiblesse de valorisation des machins, Saint-Marché ne me laisse pas tomber, dit-il. Mais donc le 4 août, date historique en France, date historique, les marchés en détresse. Les marchés en détresse. Franchement, ils n'ont pas peur du ridicule. Heureusement qu'ils ne tuent pas. Les Échos du 26 mai 2011. Les bonnes surprises de la croissance mondiale. Le Monde, référence intellectuelle et journal scientifique par ailleurs, qui nous dit toujours la vérité. Vif rebond de la croissance en France comme en Allemagne. Nous sommes le 14 mai 2011. Et alors? Et alors? Nous apprenons le 29 juillet 2011, dans ce même journal, aggravation surprise des chiffres du chômage. Mais alors, si c'est surprise, il n'y a que deux explications possibles. Soit ils ne savent pas, ce sont des nuls, soit ils savaient et ils mentent. Il n'y en a pas trois. C'est pas comme la social-démocratie la troisième fois. Non, ça n'existe pas, ça. Il y a deux solutions. Soit ils ne savent pas, ce sont des nuls, et il faut qu'ils partent. Soit ils savaient et ils nous ont menti. Vous en tirez les conséquences que vous voulez. C'est pas fini. Dernièrement, sur l'expansion, alors lui passe à la télé. C'est oui, beaucoup. Lorenzi, hein,
Arrose sur les économistes qui ont tant péché. Vous voyez, c'est toujours religieux chez eux. Moi, la religion... La crise est finie, nous disait en avril 2008 Patrick Artus, le directeur des études de la banque Natixis, par ailleurs administrateur de Total, l'assurant en avril 2008. La crise financière est finie. Le pire est passé. Je reviens des États-Unis. Les acteurs de marché sont unanimes. À l'époque, quelques hedge funds vacillent, les subprimes font des dégâts, mais la banque Lehman Brothers ne fait pas encore parler d'elle. Quelques mois plus tard, elle s'effondrera, entraînant avec elle les fameux acteurs de marché. Challenge, 3 avril 2008. Aux États-Unis, les banques ne font jamais faillite. Déclaration édifiante de l'analyste bancaire vedette de Moody's, Daniel Franger, quelques jours après la mise sous tutelle de la banque californienne INGMAC et à peine 2 mois avant la débâcle de Lehman Brothers. Ah, lui aussi il passe à la télé. Daniel Cohen, brillant, professeur à Normal Sup. La crise actuelle ne durera pas longtemps. Septembre 2008. Conseiller de la Banque Lazare, bardé de diplômes de certitude, seulement voilà, la crise dure depuis longtemps. Capital, septembre 2008. Août 2007. Dans quelques semaines, le marché se reformera et les affaires reprendront comme avant. Pas exactement comme avant. Entre la déclaration du très médiatique économiste Eli Cohen, celui qui passe en permanence assez dans l'air, et pas moi, et aujourd'hui, la bourse s'est effondrée de 44%. Voilà ce que j'appelle les guignols de l'économie, et vous pouvez les applaudir joyeusement, ce sont de sacrés guignols. Ouais, franchement, sacré guignol. Alors j'ai rajouté ça ce matin, bon, on ne plus, mais j'ai retrouvé dans un ancien exposé, pour bien comprendre le rapport avec la crise et la politique. Donc c'est 2007, vous avez l'évolution des bourses, réforme annoncée le 19 septembre pour les retraites, avec Sarkozy. Donc j'ai eu Bush qui m'a demandé d'intervenir pour sauver les marchés, il faut trouver 10 000 milliards de dollars. Ben, comme en 2003, on prend sur les retraites, on peut aussi augmenter les franchises médicales, on fera dire à la télé que c'est la faute aux régimes spéciaux, les cheminots évidemment, les fonctionnaires, les malades et aux chômeurs. Ça n'a pas changé aujourd'hui, les fonctionnaires gèlent des salaires, comme ils disent. Il faut aussi dénigrer les syndicats, je faut nommer MEDEF, ils doivent bien avoir un dossier caché. Et pour cacher la casse sociale qu'on planifie, on fait voter un projet de loi sur les immigrés. J'ai un vieux dossier étoile jaune à transformer en amendement ADN. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un amendement ADN qui a été proposé à l'Assemblée nationale. Et ceci était donc été 2007. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait une conférence, il y avait François, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours là, mais j'ai fait une conférence là-dessus. Et c'était donc en 2007. Et alors, on peut se dire, bon, une évolution. Non, regardez, ils sont toujours là pour trouver des juifs. Contre la fraude, il faut afficher les allocataires sociaux le 7 août 2011. C'est-à-dire, au moment où la crise se déclenche, comme ils ne peuvent plus expliquer au bas peuple ce qui se passe, il faut à tout prix qu'ils trouvent des coupables qui soient des pauvres. Des pauvres, pas les banquiers. Les pauvres. Les immigrés sont fautifs. Jamais les banquiers. La mondialisation. Ça va, tout le monde suit? La mondialisation des rapports sociaux. Voilà la cartographie de la mondialisation. Et vous avez d'ailleurs son meilleur symbole, qui est le porte-container. Alors vous savez que ça, un container, ça s'appelle une boîte. Et moi je dis que c'est la boîte qui coule les boîtes. Les boîtes, c'est celle où on travaille. C'est la boîte qui vient de Chine, qui coule les boîtes dans lesquelles on travaille ici. On l'a vu tout à l'heure, vous avez la cartographie, vous avez l'immensité, la quantité des échanges. La détention par les non-résidents des titres de la dette négociable française. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 70% de la dette qui est détenue par des non-résidents, c'est-à-dire pas les immigrés du coin qui nous font les immeubles, mais les immigrés des marchés financiers. Alors le pire, c'est que ceci est un mensonge. Ceci est fait pour nous dire, comprenez qu'on est endetté, et qu'en plus cette dette, elle appartient à des non-résidents, c'est-à-dire des acteurs qui ne sont pas français. Et donc, comme en plus ils ne sont pas français, on ne peut pas les atteindre. Donc, il faut à tout prix rembourser la dette. Sauf que j'ai appris, parce que j'étais catastrophé dans ça, j'ai appris depuis qu'en fait, ceci est un montage. Parce que les fameux acteurs non-résidents, en fait, ce sont nos résidents à nous qui ont pris des cartes de séjour à l'étranger, si je puis dire.
C'est-à-dire, en fait, ils ont été dans les paradis fiscaux, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole, la UBS, Société Générale, etc. Donc des banques bien de chez nous, qui achètent de la dette française, mais pas avec le label LCL ou Société Générale, qui vont créer des filiales à l'étranger, et ce sont ces filiales à l'étranger qui viennent acheter nos dettes. Donc en apparence, c'est des non-résidents, et donc on dépend de non-résidents, mais dans la réalité, ce sont des résidents. Et comme on ne veut pas les contrôler, eh ben, ça permet ainsi au bas peuple qui ne sait pas de se dire merde, 70% qui dépendent de l'étranger, et je suis prisonnier, je suis obligé de rembourser. On ne peut rien faire en tant que puissance, en tant qu'État, je ne peux rien faire. Mais on pourra rediscuter tout à l'heure de cet aspect de comment les prix sont fixés moins. Chômage, une génération perdue de 80 millions de jeunes dans le monde. J'indique que c'est comme ça qu'on crée les guerres. Parce que des jeunes sans emploi sont des jeunes qui sont prêts à aller se tuer pour défendre la ligne bleue des Vosges. Ça, c'est aussi l'idéologie. Regardez comment Le Monde présente ses articles. Vous avez les graphiques au-dessus des titres et des explications. Ceci signifie que vous avez la science qui s'impose et le commentaire ne fait que suivre ce qui est dit. Donc ceci est la vérité. C'est le Deus ex machina. Alors qu'en réalité, quand vous lisez des documents scientifiques, par exemple en physique, vous avez un intitulé, un développé et des justificatifs en dessous qui viennent accompagner une démonstration. Donc le graphique vient toujours derrière une démonstration et pas en amont de la démonstration. Parce que sinon, il n'y a plus rien à dire. Si c'est le graphique qui justifie en tant que tel, il n'y a plus rien à dire en termes d'analyse scientifique. La fin d'un monde, l'expansion. Donc, ils savent eux-mêmes que c'est la fin d'un monde. Mais quel monde? Leur seule interrogation, c'est comment sauver votre argent, alors que nous, ce qu'on pose comme question, c'est comment sauver la société.